Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Votre magazine Asphalte vous propose aujourd'hui une émission spéciale Rallye Monte-Carlo. Et oui, d'ici quelques jours, ici même sur la place du Palais Princier, nous connaîtrons les grands rebondissements qu'aura vécu l'épreuve. Tout de suite, c'est le sommaire en images. Pour démarrer cette émission, coup de projecteur sur le camion Michelin qui arpente les routes du championnat du monde des rallyes. Asphalte a rencontré les pilotes de renom, ils reviendront sur le rallye Monte-Carlo et ils nous livreront leurs meilleurs souvenirs concernant cette épreuve mythique. Et enfin, à l'essai ce mois-ci, la Golf GTI, nous ferons un bel hommage à Sébastien Ogier avec une Volkswagen. Et oui, le constructeur cumule son deuxième titre mondial. Et qui dit rallye Monte-Carlo dit Jean-Pierre Ballet. Rappelez-vous de ce pilote qui avait créé l'exploit en 1988 sur une 205 GTI en décrochant un podium. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être à nouveau dans Asphalte. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Bon, écoutez, aujourd'hui, comme je l'annonçais dans le sommaire, c'est une émission spéciale Rallye Monte-Carlo, d'où la place du Palais Princier. Ça doit vous rappeler certains souvenirs. Oui, effectivement, 88, troisième au scratch Monte-Carlo, où le presse nous avait remis la coupe. C'était vraiment un souvenir fantastique. Avec la fameuse 205. 205 Roupa Peugeot. Alors pour finalement mettre à l'honneur Sébastien Ogier, qui est 2 fois champion du monde cette année, la Golf, Volkswagen, bon, nous n'avons pas la Polo, mais nous avons quand même fait un petit clin d'œil à la marque. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, pour moi, c'est une auto magnifique. Comme ça, dans un premier abord. En plus, ça me rappelle les souvenirs. 76, j'ai eu aussi une Golf 1600. C'est vrai ? Oui, donc on va pouvoir comparer les progrès faits en 35 ans. Allez, c'est parti et on se retrouve après. Merci. Alors Jean-Pierre, ça s'est bien passé ? Extraordinaire. C'est vrai ? Oui. On en parle ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Figurant parmi les sportives les plus célèbres, la Golf GTI entame sa 7e génération. Esthétiquement, elle reste fidèle à la tradition. Discrète, elle propose de rares particularités suffisantes à la reconnaître d'un premier coup d'œil. Notons tout de suite la fine bande rouge sur la calandre soulignant le monogramme GTI qui s'étend jusqu'au bloc optique. Les grilles en nid d'abeille soulignent de plus sa sportivité. Les sigles sur le diffuseur arrière et les 2 sorties d'échappement de chaque côté complètent la panoplie. À l'intérieur, la nouvelle Golf a gagné en maturité, son style raffiné semble bel et bien inspiré de chez Audi. En termes d'ergonomie, la console centrale est plutôt épurée. Tout a été conçu pour rappeler qu'il s'agit d'une GTI. Les légendaires sièges bénéficient d'un maintien très correct. Le cuir du volant est surpiqué discrètement de rouge. Au niveau de l'assemblage, la rigueur germanique frise encore le sans faute. Le système de navigation, quant à lui, offre un beau panel de gestion multimédia. Alors Jean-Pierre, vous avez entre les mains un moteur qui culmine à 230 chevaux. Plutôt une belle motorisation, n'est-ce pas ? Ben oui, effectivement, ça commence à être dans les voitures assez puissantes. 230 chevaux, c'est ce qu'on avait à l'époque sur des voitures puissantes comme les Porsche. Et c'est quand même une voiture de tourisme, ça commence à être intéressant. Un mot sur cette boîte de vitesse aussi peut-être ? C'est une boîte de vitesse, elle est soit en mode automatique, soit en mode palette pour un changement manuel. Et effectivement, elle est très rapide quand on est en mode palette. Alors, un autre point aussi qui nous a surpris sur cette voiture, c'est le freinage. Plutôt intéressant. Ah oui, le freinage est exceptionnel. En fait, il y a une attaque au freinage très très importante, ce qui permet de ralentir la voiture dans des délais très courts. Très souple, à bas régime, le moteur affiche une disponibilité incroyable.
permettant de se satisfaire de n'importe quel rapport. Sa puissance s'est renforcée de 10 chevaux par rapport à l'ancien modèle. Dorénavant, la sportive voit sa puissance grimper à 220 chevaux. L'accélération est également franche et abat le 0 à 100 en 6 secondes 5, le tout dans une sonorité très mélodieuse. Jean-Pierre, nous allons parler à l'instant dans un petit sujet des pneumatiques, justement Michelin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Déjà à l'époque, il y avait un camion Michelin sur les épreuves du championnat du monde? Oui, effectivement, il y en a même plusieurs, il y avait plusieurs constructeurs, mais surtout à l'époque, les pneumatiques étaient limités. Donc le budget pneumatique du Monte Carlo était le budget le plus important. C'est vrai. Puisqu'on mettait quasiment 4 pneus. Disons, les concurrents qui avaient des moyens ou les usines mettaient 4 pneus neufs par spécial. Et je vous laisse imaginer le budget pour 30 spéciales. Oui, quand même. C'était énorme. Et quand on sait que le pneumatique, c'est la liaison au sol, et c'est ce qui permettait d'être très 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 performant. Bien sûr. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque, finalement, il y avait beaucoup de sortes de pneumatiques. Pas comme aujourd'hui. Effectivement, on avait des pneus neige profonde, on avait des pneus neige dure, des pneus pour la glace. On avait les slicks aussi. Donc c'était très compliqué de faire le choix. Et puis effectivement, un pneu neige profonde, si vous l'utilisiez sur de la neige dure, il se détruisait rapidement. Donc ça a bien changé. Ça a complètement changé, oui. Nous allons vous faire découvrir à présent les coulisses du rallye Monte Carlo avec un coup de projecteur sur le camion Michelin qui fournit les constructeurs en pneumatique durant toutes les épreuves du championnat du monde. Regardez. Il est réputé comme l'un des rallyes les plus difficiles du championnat WRC. Le rallye Monte Carlo connaît chaque année des conditions climatiques vraiment particulières. De l'asphalte, de la pluie, de la neige ou bien même de la glace, la sortie de route et la victoire sont souvent dues au choix de pneumatiques. C'est vrai que c'est un des rallyes où le pneu est encore plus important. C'est extrêmement important d'avoir un bon pneu tout le temps parce que c'est ce qui vous fait le lien entre la voiture et la route. Et tous les pilotes et toutes les écuries savent que c'est extrêmement important. Mais là, effectivement, une erreur de pneu peut vous coûter le rallye. C'est pas 1 seconde, c'est pas 10 secondes, ça peut être plusieurs minutes. La réglementation FIA est très stricte. Chaque équipage peut disposer de 45 pneus par épreuve. Il y a quelques mois est né le Pilote Sport Air, une gomme qui permet aujourd'hui d'être utilisée aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Mi-slick, mi-pluie, la structure est partagée en 2 parties. Ce qui est très intéressant en rallye avec les nouveaux règlements, c'est que vous êtes obligé d'utiliser la même sculpture lorsqu'il pleut et lorsqu'il fait sec. Donc on a développé un pneu spécifique, le Pilote Sport Air, qui permet à travers une sculpture très particulière de pouvoir fonctionner, d'être très efficace sur sol sec, mais aussi de pouvoir continuer à aller, je dirais, le plus vite possible et en sécurité sur sol mouillé. Et c'est ce qui nous intéresse à nouveau, c'est qu'à travers le règlement, on nous pousse dans les derniers retranchements en termes d'innovation. Et là, de même que vous ne changez pas de pneu lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait sec, eh bien c'est pareil en rallye. Il faut trouver des solutions extrêmement efficaces, extrêmement rapides, extrêmement sécures sur la pluie et sur le sec. Assez réticents au départ, les usines ont dû s'adapter à ce nouveau type de gomme. Aujourd'hui, le Pilote Sport Air a fait ses preuves. Je dirais qu'au tout début, ils étaient un petit peu surpris en se disant pas de sculpture lorsqu'il pleut, c'est la première fois que ça se passe. Mais quand ils ont vu les premiers résultats, c'est un pilote, quand il voit qu'il arrive à gagner 1 seconde ou 1 seconde et demie au tour, il met pas très longtemps pour s'y habituer. Et maintenant, c'est quelque chose qui nous est demandé régulièrement. L'arrivée du Pilote Sport Air contribue à la réduction des coûts, mais pas forcément. La polyvalence combinée à l'excellence longévité permet aux équipes de rouler avec des pneumatiques qui durent longtemps et donc de maîtriser leur budget pneus. Ça contribue à la réduction des coûts et puis surtout, ça permet de mieux comprendre notamment comment fonctionnent les gommes. Et ça, on estime que dans un délai de 3 à 4 ans, c'est quelque chose qui peut se passer dans le grand public. Alors je ne vous dis pas que les pneus vont devenir tous slick sur la voiture de tous les jours. Mais par contre, ça nous fait comprendre comment fonctionnent les gommes et ça nous permet en fait de mettre plus de performance dans un pneu. C'est en fait ce qu'on appelle la performance totale chez Michelin. C'est comment avoir quelque chose qui a du grip, quelque chose qui a bien sûr de la sécurité et puis qui dure longtemps. Et c'est à travers ces expériences en compétition qu'on peut tester très rapidement et transférer ça pour la vie de tous les jours. Le rallye Monte Carlo mobilise 7 semi-remorques, 2000 pneus, 10 monteurs et 5 techniciens dédiés à chaque écurie.
Alors Jean-Pierre, un châssis très sportif, un système de freinage plus conséquent et puis un différentiel avant, plutôt une réussite sur cette voiture. Oui, effectivement, malgré que ce soit un différentiel électronique, il fonctionne quasiment comme un différentiel mécanique. C'est vrai ? C'est-à-dire que, en fait, on récupère la puissance perdue, le glissement de la roue qui patine, il est transféré automatiquement sur la roue qui est à motricité. Ce qui fait qu'on a une puissance de sortie équivalente sur les deux roues. C'est très efficace. Et c'est très efficace. On retrouve le comportement d'une voiture de compétition pour s'extraire d'un virage, sans patinage. Et oui, sans patinage, puisque la GTI semble plaquée au sol. Les roues arrière suivent le train avant sans jamais chercher à le dépasser. Elle offre un excellent compromis confort-tenue de route. Ses disques de frein sont majorés à l'avant de 340 mm de diamètre contre 314 auparavant. La direction progressive et adaptée à la vitesse est très agréable. De plus, pour la première fois de son histoire, vous venez de l'entendre, la Golf bénéficie d'un différentiel autobloquant à embrayage multidisque piloté électroniquement. Le Monte-Carlo, vous le savez, ouvre le championnat du monde des rallyes depuis la nuit des temps. Cette épreuve mythique a vu passer les plus grands pilotes au monde. Asphalt en a rencontré quelques-uns. Ils nous livrent leurs impressions. Regardez. Moi, mon plus beau souvenir, c'est d'avoir gagné le rallye de Monte-Carlo. Et quand on gagne le rallye de Monte-Carlo, on passe là-devant. Et on sait qu'on a tous nos amis qui nous attendent. On sait que tous ceux qui ont collaboré à notre carrière et qu'on a rencontrés ici sont tous contents de savoir que vous êtes en train de gagner le rallye que vous avez le plus envie de gagner au monde, quoi. Je dis souvent que c'est une Monte Carlo rallye, elle a beaucoup de caractère. C'est comme une fille qui est peut-être plutôt une princesse qui a grandi toute seule, qui des fois fait la caprice, la tête, mais qui est très belle, qui est extrêmement difficile à conquérir, extrêmement difficile à apprivoiser. Et si tu arrives à apprivoiser une année, l'année après, ça va être aussi difficile. C'est-à-dire, c'est comme la vie. C'est pour ça. Monte Carlo n'est pas facile, c'est difficile, c'est imprévisible, mais c'est exactement ça, c'est le caractère, ça, c'est la beauté de Monte Carlo. Ça ne te laisse jamais indifférent. C'est comme une vie comme une vie comprimée. Normalement, je ne cite pas de victoire quand on parle de plus belle le souvenir. Mais maintenant, oui, bien sûr, 85, Monte Carlo, quand c'était pénalisé à Gap par 8 minutes. Et c'est réussi à surmonter cette pénalité de 8 minutes. Et évidemment, c'était le plus bel souvenir. Pendant la reconnaissance de 85 Monte Carlo, ici à Vals-les-Bains, c'est un crampe total dans mon dos. C'était une semaine à l'hôpital pendant la reconnaissance. Une semaine. Maintenant, la reconnaissance, il dure 2-3 jours maximum. À l'époque, j'ai pu être à l'hôpital pour une semaine. Et finalement, on a gagné le rallye après tous les événements. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Le Monte-Carlo, n'importe comment, c'est déjà le problème à notre époque, parce qu'aujourd'hui c'est quand même différent. Mais à notre époque, on avait le bonheur de pouvoir reconnaître autant que l'on voulait, le temps que l'on voulait. Donc le plaisir, c'était déjà de se faire des contacts avec les gens. On aimait bien manger, d'ailleurs ça se voit, j'ai pas changé. Et donc on s'était mis amis avec des restaurateurs où régulièrement on venait pendant les reconnaissances. Et puis on passait des soirées entières avec les gens du village. On les emmenait même se promener avec nos voitures pour qu'on leur fasse voir ce que c'était que les autos. Quand il y avait de la neige, c'est tout un ensemble. Moi, Monte-Carlo, c'est pas un rallye, disons que c'est un rassemblement de toute une famille de gens qu'on retrouvait tous les ans et avec lesquels on passait des journées extraordinaires. Pourtant, il me semble que vous n'étiez pas adepte des reconnaissances. Non, mais c'est pour ça que j'avais du temps pour aller promener les amis. Pourquoi? Vous partiez toujours à vue, sans note, comme ça? Non, pas à vue. Non, je travaillais beaucoup chez Alpine, étant donné que j'habitais à côté de Dieppe. Donc, pour aider les mécanos, pour la mise au point et tout, je travaillais. Mais après, sinon, non, je passais au minimum une fois pour vérifier les notes de l'année précédente. Et si je n'avais pas de notes, si c'était un nouveau rallye, je passais 2 fois. Non, pas à vue. À vue, quand même, le minimum ça m'est arrivé. Mais sinon, je prenais les notes de Jean-Pierre Nicolas, qui est adorable et qui me prêtait ses notes. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote très rapide. C'est qu'en 73, quand j'ai gagné le rallye de Grèce au championnat du monde,
j'avais les notes de Jean-Pierre. Et il a dit à l'arrivée, il est allé voir Jacques Chenis, notre directeur de course, et il a dit, avec son accent marseillais, chantant, et putain, que je prête mes notes à Jean-Luc que je veux bien, mais qui me tape avec, que ça me fait chier. Ah, le Monte-Carlo, c'est un rallye que j'adore et que j'adorerai toujours. C'est indescriptible. C'est une ambiance, c'est des gens, ce sont des journalistes, c'est des routes merveilleuses. Enfin, c'est un très beau rallye. Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose qui vous a vraiment marqué au Monte-Carlo? Bien évidemment, ce qui m'a marqué au Monte-Carlo, c'est lorsque l'on a gagné en 73, c'est-à-dire il y a très longtemps. Je m'en souviens plus très bien, mais quand même un peu. Comment ça se passait dans la voiture avec Jean-Claude? Dans la voiture, ça s'est toujours bien passé avec Jean-Claude. Quoi qu'on puisse penser, il conduit toujours merveilleusement bien et ensemble, on avait une osmose qui a toujours existé. Alors, le rallye de Monte-Carlo, le rallye de Monte-Carlo, pour les pilotes français latins, c'est l'événement le plus important qu'il faut gagner dans sa vie. Et malheureusement, c'est très dur de le gagner. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut être dans la bonne condition ce jour-là, il faut avoir la bonne voiture, il faut être sûr de soi ce jour-là, il ne faut pas faire la moindre faute sur des centaines de kilomètres. Et voilà, le jour de la victoire, il faut tout réunir et être un peu plus rapide que le deuxième. Voilà. L'année où j'ai gagné, moi, en 78, il y avait beaucoup de neige. Mais la neige est arrivée après 3 ou 4 spéciales et on était au départ d'une épreuve chronométrée qui s'appelle Pont des Miolans Saint-Auban, c'est près de Nice. Il n'y avait pas encore de neige et on était tous alignés sur la ligne de départ. Et il y avait les Lancia d'usine, les Fiat d'usine, les Opel d'usine, les je sais plus quoi, et les deux Renault de Ragnotti et Fréclin et ma Porsche privée, ma Porsche privée. Et au départ, on n'avait pas d'ouvreur, on ne savait pas ce qu'il fallait mettre comme pneu. Et j'ai suivi les conseils de Michelin, qui était mon sponsor principal et qui m'aidait pour cette opération qui était totalement privée. Et c'était du goudron, il pleuvait, mais c'était du goudron sec, enfin noir, bien noir, pas un brin de neige. Et il me dit, chez Michelin, on me dit qu'il faut mettre le maxi-cloutage. Alors, c'est-à-dire des roues très étroites avec 700 clous par roue, pyramidaux. Et sur l'asphalte sec, on a dit, bon, ils sont complètement fous, mais tant pis, on y va. Et on part. Et devant nous, les Opel, les Stratos d'usine et tout ça, avaient des pneus très larges. Hein, à l'opposé de nous, des tout petits clous. Et au bout de 5 km, la Lancia qui était derrière moi m'a doublé. Au bout de 10 km, l'autre Lancia m'a doublé. J'ai dit, mais ils sont complètement malades chez Michelin. Et puis d'un coup, la neige. Ça de neige. Et là, les voitures qui m'avaient doublé, ils étaient en sens inverse, ils n'arrivaient pas à monter. Et ceux qui étaient devant, c'est pareil. Et j'ai pris la tête du rallye là. Et avec les deux Renault, pareil. Et on a fait une course ensemble jusqu'à l'arrivée. Grâce à Michelin, on a pu faire ce baroud, parce qu'après il y a eu beaucoup de neige pendant tout le rallye et on a pu quitter la tête. Voilà. C'est un très grand souvenir. Voilà. Le Monte-Carlo, c'est un rallye où la tactique, la connaissance du terrain, l'expérience de la montagne comptent énormément. Voilà. Le rallye de Monte-Carlo, c'est le rallye le plus grand et le plus dur, celui qu'on voudrait tous gagner. Je n'ai pas gagné, je regretterai toujours parce que c'est vraiment très difficile. C'est un mélange de glace, de goudron. Les conditions sont toujours changeantes, c'est sans doute le plus dur. Sur Monte-Carlo, oui, je crois que moi j'ai été professionnel, j'ai eu la chance de conduire des voitures extraordinaires, mais peut-être mon plus grand souvenir, un de mes meilleurs souvenirs de course, c'est en 1981 où j'ai fait le Monte-Carlo avec une voiture de série, une Volkswagen de série, avec simplement un copain comme mécanicien, et c'était un copain qui est radiologue, donc qui connaissait absolument rien, et tous les mecs pensaient que c'était un mécanicien d'usine, alors ils venaient me dire « tu peux regarder ma voiture ?» Alors il se mettait en dessous, il tapait un peu dessous, et il disait « voilà, ça va bien, t'inquiète pas, c'est réparé », alors qu'il ne faisait rien, il ne savait rien faire. Voilà. Vous a bluffé combien de temps comme ça? Non, à moi, il réparait vraiment, mais c'était aux autres qui faisaient ça. Non, on a beaucoup rigolé, et je crois que j'avais fini de mémoire 20e de ce Monte-Carlo 81, et en étant amateur, c'est
un énorme souvenir. C'est peut-être ce qui manque au Monte-Carlo, c'est cette notion des amateurs du temps ancien où avec un budget raisonnable, on pouvait faire un rallye, être dans le même rallye que les stars et c'était quand même assez génial. Mais bon, les temps ont changé. J'ai fait beaucoup de passages ici, dans un sens, dans l'autre, tout ça. Mais une année, j'ai voulu en rajouter un petit peu. Et le virage qui redescend vers la Bolène, là, j'ai mis la voiture en travers, j'ai touché le mur de neige à l'intérieur. Et ça, c'était il y a longtemps. Il y avait une banderole d'un marchand de pneumatiques, on ne dira pas le nom. Et il s'est enroulé à l'avant de la voiture dans les phares. Et je suis parti dans la descente en marche arrière avec la banderole accrochée. Alors je suis revenu plein pot, j'ai refait un passage à l'envers. J'ai fait demi-tour là-bas, ils ont levé la banderole et j'ai refait un autre passage. Donc cette année-là, j'ai fait 4 passages par rapport aux autres qui n'en ont fait que 4. Alors Jean-Pierre, on en parlait tout à l'heure, finalement, la Golf GTI, c'est vraiment mythique. Et on se rappelle tous des années 80 avec la fameuse Golf 1. Effectivement, c'est une voiture qui nous a tous fait rêver. Lorsqu'elle est sortie dans les années 76, c'était une première, c'était la première sportive berline. La première voiture à avoir plus de 100 chevaux, puisqu'elle faisait 110 chevaux. Et c'était vraiment énorme. C'était énorme, quoi. C'était un changement radical de ce qu'on connaissait des voitures, quoi. Pour nous, les jeunes de l'époque, c'était tout un rêve, quoi. Et vous en aviez une alors? Ben oui, j'en ai eu une qui était d'ailleurs noire comme celle-ci, puisqu'à l'époque, il y avait quasiment que 2 couleurs, qui étaient le noir et le rouge. Et vous l'avez vendue? Et je l'ai vendue, bien sûr. J'ai eu à titre personnel au moins 4 Golf. Ah oui, quand même, ouais. D'accord. Ah oui, c'était une voiture mythique, c'était une voiture pour les amateurs de voitures sportives. C'était des premières, quoi. Aucun constructeur n'avait ce type de véhicule. Ils ont vraiment innové. Ils ont innové. C'est Peugeot qui est arrivé après, avec la 205 GTI, qui a été la principale concurrente de la Golf. Bon Jean-Pierre, vous connaissez le principe de l'émission. Nous avons partagé pas mal d'essais ensemble. Hein. Il est l'heure du bilan. Écoute, Vanessa, vraiment, c'est une voiture exceptionnelle. C'est une voiture qui a la capacité d'être une super sportive. Si on la sollicite, c'est aussi la capacité d'être une voiture, une berline normale pour une conduite tranquille. Elle a un châssis exceptionnel qui peut être réglé en fonction de sa façon de conduite. L'intérieur, pour moi, est aussi digne des voitures allemandes, bien sûr, avec tout ce que ça peut comporter. Il y a ce qu'il faut, là où il faut. On est très bien maintenu dans les sièges. Donc, pour moi, c'est une voiture achetée et exceptionnelle. Pas de points négatifs? Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment... je ne lui trouve pas de défaut, quoi. Bon Jean-Pierre, il est l'heure de nous quitter, de ramener la voiture. C'est toujours un plaisir de faire un essai ensemble. Merci beaucoup d'avoir partagé encore ce moment avec Asphalt. Merci beaucoup à Vanessa et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir. La mythique Golf GTI, une bonne recette qui perdure et finalement peu de changements sont nécessaires. Depuis toutes ces années, la sportive a su se construire une image forte et étonnante. La 7e de sa génération offre un compromis séduisant entre son caractère sportif et son grand confort pour un usage au quotidien. Bref, Volkswagen s'avance une nouvelle fois comme la référence de sa catégorie. Asphalt, c'est terminé, mais c'est pour mieux revenir le mois prochain. Si vous voulez découvrir toute l'actualité automobile, soyez au rendez-vous. À très vite.